Je disais donc voilà, bonjour, à toutes et à tous. Merci, d'être présents donc en ces circonstances, malheureusement encore, spéciales. Alors n'hésitez pas à allumer vos caméras, si c'est possible, pour, rendre, cet échange plus vivant. Mais s'il vous plaît, assurez-vous que, vos micros restent éteints, en tout cas jusqu'à la phase de questions à la fin de l'échange. Voilà, cela étant dit, je suis ravie, de vous accueillir, pour, ce premier événement de collaboration entre, l'Observatoire Proche Europe et la Denkfabrik, le programme franco-allemand du think tank Génération d'avenir. Je suis Charlotte Moineau, je suis présidente, cofondatrice de l'Observatoire Proche Europe, et je vais co-animer donc aujourd'hui cet événement avec, Joël Christig, de, la Denkfabrik. Voilà, alors cet événement, est labellisé et organisé dans le cadre de, la Fabrique Défense, qui est, le rendez-vous du ministère des Armées qui vise, à contribuer au développement d'une culture, stratégique européenne, auprès notamment de, la communauté des jeunes européens. Mmh. Et donc ça marque, l'engagement Ouais. de, nos 2 structures auprès du ministère des Armées, et nous en sommes, très heureux et très fiers. Voilà, et puis cet événement s'inscrit aussi, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et donc ça permet de s'interroger notamment sur ce que, sur ce que l'Europe de la défense nous apporte, a à nous apporter, et comment elle doit, encore se renforcer, et s'améliorer. Et donc justement, la discussion d'aujourd'hui, des visions de la défense européenne, regard croisé franco-allemand. Il y a donc des visions, a priori, des visions, c'est ce que nous allons tâcher d'explorer aujourd'hui, au sein de ce couple franco-allemand. Des visions donc qui questionnent la perspective même du projet de défense européenne, hein, qui peuvent créer des divergences, des différences entre France et Allemagne, à 3 échelles notamment. D'abord à l'échelle personnelle et citoyenne, sur ce que signifie être citoyen d'une Europe de la défense. À l'échelle nationale et historique, ensuite, sur le rapport entre la nation et son armée, et puis, à l'échelle, européenne, et internationale, enfin, sur ce que doit, signifier, l'indépendance européenne dans le domaine de la défense, notamment vis-à-vis de nos alliés. Voilà, et donc pour en parler et pour nous faire partager leurs regards croisés, nous accueillons donc nos citoyens européens du jour, hein, que nous sommes honorés d'accueillir. Alors malheureusement, madame Sabine Thilaye, présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, a été empêchée au dernier moment, donc ne pourra pas être présente parmi nous. Nous nous excusons, bien évidemment platement de cette déconvenue. Mais donc nous accueillons nos 2 citoyens européens du jour. Madame Tara Varma, bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au European Council of Foreign Relations, duquel vous dirigez le bureau de Paris. Vous êtes spécialiste des questions de politique étrangère de la France et de l'Union européenne, et particulièrement des notions de sécurité et de souveraineté européenne. Et vos travaux portent également sur les questions sécuritaires en Asie, et du rôle que l'Europe a à y jouer. Merci beaucoup d'être là. Monsieur Paul Maurice, bonjour, et merci à vous aussi. Vous êtes chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, qui est lui-même rattaché à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous enseignez également à l'Université Paris-Est Créteil et à Sciences Po Rennes. Vous êtes spécialiste des questions de politique intérieure de la République fédérale d'Allemagne et de l'histoire des relations franco-allemandes dans le cadre de la construction européenne. Voilà, merci à vous 2 infiniment, encore une fois. Alors avant de vous laisser la parole et de laisser place à la discussion, j'explique simplement succinctement le déroulement de l'échange. Il y aura à peu près 30 minutes d'interaction entre nos 2 invités, et puis 20 minutes à peu près de questions que vous voudrez poser en direct à nos invités. Vous allez trouver un lien dans le chat pour poser vos questions. Je vous invite donc à suivre ce lien et à poser vos questions sur ce lien. Voilà, pas directement dans le chat. Donc ces questions, et puis les questions que certains d'entre vous, et je vous en remercie, ont déjà posées sur le formulaire d'inscription.
Et donc, nous les poserons aux invités à la fin de l'échange, si bien sûr elles n'ont pas encore été abordées. Voilà, dernière précision, cet événement donc est enregistré et sera mis en ligne ultérieurement sur les réseaux sociaux de nos structures. Voilà, je laisse la parole à Joël Christille. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir passer aux premières questions. Donc, je propose de poser la première question à Madame Tara Varma. Lorsqu'on parle justement du rapport qu'ont les citoyens presque à l'échelle personnelle et individuelle à leur armée, peut-être qu'on trouve déjà une première clé d'explication des divergences franco-allemandes sur le sujet de la défense. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur le différent rapport qu'entretient l'opinion publique ou même chaque citoyen individuellement de part et d'autre du Rhin? Et bien sûr, Monsieur Paul Maurice, vous pourrez bien sûr rebondir sur ce que dit Madame Tara Varma. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation, je suis ravie d'être là. Très bonne année aussi. Alors, je pense que cette première question, en l'occurrence, elle s'adresse beaucoup plus à Paul qu'à moi. Il a travaillé sur ces sujets. J'étais d'ailleurs à un événement dans lequel Paul est intervenu là-dessus. Donc, je préfère lui passer la parole là-dessus parce que sur le rapport de la France et de l'Allemagne à l'armée, je pense que Paul saura mieux répondre que moi. J'interviendrai sur la dimension européenne et la dimension française après, mais je ne suis pas du tout une experte de l'Allemagne. Donc, je cède la parole à Paul. Merci Tara, donc bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Bonne année également en espérant que celle-ci nous permettra de retrouver des événements en présentiel, même si on commence en visioconférence malheureusement. Même si c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, sur la question du rapport de l'Allemagne particulièrement à son armée, j'ai un peu travaillé sur ces questions-là et la question est quel est l'objectif, quel est le but de l'armée allemande et comment cette armée interagit avec les citoyens allemands. L'armée allemande, donc, elle existe depuis le traité de Paris en 1955, c'est-à-dire au moment où elle a été immédiatement intégrée dans l'OTAN, dans le cadre d'une armée atlantique. Donc je passe sur l'échec d'une armée européenne, de la communauté européenne de la défense, le rejet par le Parlement français à l'été 54, qui en fait amène à la recréation d'une armée allemande dans un cadre atlantiste, et non pas européen. Donc cette armée allemande, elle est perçue comme une armée de citoyens, c'est-à-dire qu'au départ, c'était une armée qui devait être beaucoup plus démocratique que ne l'était la précédente armée, c'est-à-dire la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich. Il y a toujours ce traumatisme de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, et donc un lien très fort avec l'idée de l'innere Führung, c'est-à-dire que chaque soldat doit pouvoir contester un ordre, alors c'est pas le but d'une armée, mais si jamais il estime que ceci est en désaccord avec des principes démocratiques, moraux, etc. Aujourd'hui, depuis la réunification allemande, l'armée, la Bundeswehr a perdu un peu son sens, puisque c'était une armée de protection du territoire de la République fédérale face à une agression est-allemande ou soviétique. Donc, elle se cherche un petit peu. Elle se cherche d'autant plus depuis 2011, il y a une suspension, c'est pas une suppression, il y a une suspension du service militaire en Allemagne, et donc il n'y a plus de lien de l'armée citoyenne avec ses citoyens qui participaient. En France, on a réussi à faire la transition après l'abolition du service militaire. En Allemagne, cette transition n'a pas eu lieu. La deuxième chose, c'est que l'armée allemande a été au départ conçue comme une armée qui intervenait dans le cadre, et ça c'est garanti constitutionnellement, dans le cadre d'opérations de maintien de la paix et d'opérations de pacification. Donc l'armée allemande n'a le droit d'intervenir que dans le cadre d'un mandat international, qu'il soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'OTAN ou au niveau de l'Union européenne. Depuis la fin des années 90, l'armée allemande intervient comme une armée de combat. C'est le ministre vert des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui en 1999 a envoyé l'armée allemande pour la première fois en mission de combat, donc les Tornado, les avions allemands qui sont allés bombarder au Kosovo, puis c'est l'Afghanistan en 2001, où l'armée allemande, pour la première fois, est intervenue au sol. Et on peut regarder ça avec les événements de l'été dernier. L'armée allemande, aujourd'hui, est traumatisée de cette intervention au Kosovo, en Afghanistan, parce qu'elle n'a pas eu le soutien politique qu'elle souhaitait, et elle n'a pas eu le soutien logistique qu'elle souhaitait. Donc on a une armée allemande aujourd'hui qui se cherche et qui cherche aussi son lien avec la nation allemande, c'est-à-dire en quoi va-t-elle servir la nation, en quoi protège-t-elle le pays, la population. Elle a du mal à se positionner sur les questions de terrorisme. Alors certes, il y a une résolution qui a indiqué que
combattre dans le nord de l'Irak en 2015, c'était une manière de protéger les citoyens allemands des attaques terroristes, donc c'est en partie réglé. Et on est d'autant plus dans une transition aujourd'hui qu'une commission d'enquête parlementaire va être mise en place très prochainement en Allemagne sur la mission, enfin sur la fin de la mission, mais sur la mission en général en Afghanistan, et celle-ci va redéfinir la manière dont l'armée allemande va intervenir. Deuxième chose, et une chose qui est fondamentale, aujourd'hui l'armée allemande, et je le dis de manière un peu directe, elle n'est pas capable d'intervenir. C'est-à-dire que c'est une armée qui n'a pas les moyens matériels, qui n'a pas les moyens humains, et qui, le contrat de coalition indique de manière très polie sur l'idée de renouvellement démographique de l'armée allemande. Donc il y a un vieillissement des soldats, et il y a, alors on n'est pas dans le cadre de la caricature d'une armée mexicaine, mais comme les gens vieillissent, il y a beaucoup d'officiers par rapport aux hommes de troupes. Donc voilà, donc on a une armée allemande qui est compliquée, et surtout, je terminerai là-dessus parce que c'est un texte que j'ai écrit, donc je ne vais rien dire de très nouveau, mais la question d'une armée, c'est de toute façon de faire la guerre, même si on ne la fait jamais. Donc d'y être préparé et d'être capable d'intervenir. Et aujourd'hui, la question qu'on peut poser sur l'armée allemande, c'est veut-elle et peut-elle, entre guillemets, faire la guerre? Et je passe la parole à Tara, peut-être pour les aspects plus européens. Oui, merci Paul. Juste très rapidement, parce que je pense que c'est quand même important de le dire, il y a des vraies incompréhensions, divergences, désaccords entre la France et l'Allemagne sur ce que constitue la défense européenne. Et le rapport de l'armée à la nation, ça en fait partie, mais ce n'est pas juste ça. En fait, il y a une incompréhension, je trouve, qui est en fait, quand même principalement du côté français habituellement, c'est le rôle que joue la relation transatlantique dans l'idée pour l'Allemagne de défense nationale, mais surtout de défense européenne. Et on a un peu toujours tendance à Paris à se dire, quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il faut relancer la relation franco-allemande. Et c'est vrai, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sur lesquels, honnêtement, la relation franco-allemande a beaucoup avancé. Je pense qu'on en discutera sur les questions de souveraineté économique notamment, même sur les questions sociales. Je pense que sur la question de défense, d'autonomie stratégique, qui est un peu le gros mot du moment qu'on est plus censé utiliser, mais donc de souveraineté stratégique, on a aussi avancé. Mais ce qui est très clair, et je rebondis sur ce que disait Paul à la fin de son intervention, c'est que la question de la fin l'avenir des interventions militaires, c'est une question qui se pose très différemment à Paris et à Berlin. À Paris, on a une armée qui est prête à le faire, d'ailleurs qui le fait, parfois seule, généralement aux côtés de partenaires alliés, que ce soit des Américains ou des Européens, parfois les deux aux mêmes endroits, notamment au Sahel. Pour l'Allemagne, la question se pose très différemment. Et évidemment, le rapport à l'armée, dans ce cas-là, il se pose aussi différemment. Il est assez clair dans les sondages d'opinion qu'on a fait en Allemagne, que le CFR a conduit en Allemagne. Les citoyens allemands aujourd'hui sont majoritairement opposés à l'idée à ce qu'il y ait de nouvelles interventions militaires dans lesquelles l'Allemagne soit impliquée. Ça se discutera, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a un vrai traumatisme qui ressort de ce qui s'est passé en Afghanistan, dont on n'a pas encore fait l'aggiornamento à l'OTAN, et je pense qu'il faudra qu'il y ait une question qui se pose sur dans quelle mesure cette mission a été un succès ou non. Et je peux vous dire, il y a pas mal de divergences d'opinion là-dessus entre les différents États membres. J'ai participé à des discussions où les États membres ont dit qu'ils avaient l'impression que l'opération en Afghanistan avait été un succès. Je crois que le point de vue à Paris et clairement à Berlin aussi, on ne peut malheureusement pas, mais surtout malheureusement pour les Afghans, pas qualifier cette mission de succès. Donc je pense que le rapport à la relation transatlantique et au rôle que les États-Unis jouent dans l'OTAN en tant que garantie de sécurité nationale, c'est un élément qui, évidemment, est perçu très différemment entre Paris et Berlin. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Vous voulez rebondir? Oui, une toute petite anecdote pour aller dans le sens de ce que vient de dire Tara. La ministre de la Défense allemande, Madame Lambrecht, a fait sa première visite en Lituanie et non pas au Mali, ce qui est aussi révélateur de l'intérêt transatlantique. Et d'ailleurs, je ne reviens pas sur le texte du contrat de coalition qui insiste sur la relation transatlantique, sur les questions de défense, plus que sur les questions de souveraineté européenne, d'ailleurs qui ne recoupe pas les questions de défense dans le contrat de coalition. Merci beaucoup. Vous avez employé justement un mot sur lequel je voulais revenir, à savoir celui de souveraineté européenne. Ça, c'est peut-être une question pour Madame Tara Varma, encore une fois. Vous avez beaucoup parlé de la relation transatlantique qui est appréhendée de manière très différente en France et en Allemagne. Est-ce que la manière d'appréhender la relation transatlantique conditionne aussi les échecs ou, on va dire, les difficultés, pour le dire plus poliment, rencontrées par les projets de défense européens? Alors, c'est une explication en partie, mais je ne pense pas que ce soit la seule. Je crois qu'il y a une explication qui est
à développer aussi du côté français sur ce que la France avait en tête quand elle disait qu'elle avait envie de développer l'autonomie stratégique de l'Europe ou la souveraineté européenne en matière de sécurité et de défense. Le titre de votre événement, c'est Regard croisé franco-allemand sur la défense européenne. C'est vrai qu'à Paris, on a plutôt tendance à utiliser l'expression Europe de la défense, qui se traduit en fait pas vraiment ni en allemand ni en anglais, et il faudrait que je me renseigne un peu dans les autres langues, mais on a tendance à traduire l'expression française Europe de la défense par défense européenne. La défense européenne, ça fait partie de l'Europe de la défense, je pense, pour Paris, mais ce n'est pas le seul élément. Et cet aspect-là aussi est important, parce que la question de défense européenne, pour le coup, je pense qu'il y a un certain nombre d'États membres qui considèrent que ça ne pourrait être que de la responsabilité de l'OTAN. L'OTAN fait en partie de la défense européenne, mais l'OTAN ne fait pas vraiment de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est planifier ensemble, s'assurer qu'on a des capacités ensemble, avoir une évaluation commune des risques, des menaces, des objectifs stratégiques. Donc là, il y a un exercice qui a été lancé pendant la présidence allemande du Conseil de l'UE, qui s'appelle la boussole stratégique. Donc, ça a été lancé il y a 1 an et demi maintenant. Et la boussole stratégique, si vous voulez, c'est un peu le premier livre blanc de la défense européenne. Et donc, on devrait avoir la version finale de ce document qui sera adopté pendant la présidence française de l'Union européenne là, dans les prochaines semaines. Ce document, il est assez unique puisque c'est le premier document qui permet aux Européens de se mettre ensemble et de définir des objectifs communs, des priorités stratégiques communes. Il va de soi que tous les États membres ont une histoire et une géographie différentes, tous les États membres ont leurs priorités de sécurité nationale, on ne leur demande pas de les dissoudre du tout, mais on voit bien que l'Union européenne est en train de devenir un acteur géopolitique, qui a besoin de se doter d'un certain nombre de capacités, et en fait, se doter de capacités pour se doter de capacités, ça n'a pas trop de sens. Il faut savoir pourquoi on se dote de capacités et comment est-ce que l'Union européenne peut agir. La première étape avant d'en arriver là, c'est d'identifier des menaces qu'on a en commun. Et donc, dans une des versions de la boussole stratégique qui a été publiée, un peu, je pense malgré les institutions européennes, les 2 menaces qui avaient émergé, c'était la Russie et la Chine. Faire face à la menace russe et faire face à la menace chinoise, pour l'instant, ça nécessite des outils différents. La menace chinoise, pour l'instant, ça pourrait changer, à l'égard de l'Europe, elle s'exprime plutôt sur les questions de coercition économique. Donc, l'Union européenne et la Commission, notamment, sont en train de se doter d'outils dessus. La menace russe, c'est une menace qui touche à beaucoup d'aspects, notamment d'interférences politiques, mais en fait, c'est aussi une menace militaire, très clairement, et on le voit bien dans ce qui se passe dans la dégradation de la situation avec l'Ukraine, qui est donc aussi vraiment dans le voisinage très proche de l'UE. Donc, la souveraineté européenne, c'est la capacité pour les Européens d'agir. Ils ne vont pas agir en autarcie, ce n'est pas du tout l'idée de la souveraineté. Mais en fait, au moment où Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne en septembre 2017, on était 1 an après le Brexit, donc la décision du départ par un des acteurs majeurs de la politique étrangère et de sécurité européenne, et le deuxième État doté de l'arme nucléaire donc, quittait l'Union européenne, et on était à un moment donné où le partenaire transatlantique, qui est le partenaire de sécurité pour en fait, la vaste majorité des États membres de l'UE, a qualifié l'Union européenne d'ennemi, même dit à un moment donné que l'Union européenne était un ennemi plus important, plus dangereux pour les États-Unis que la Chine. Et donc, bon, c'est sûr qu'il y avait des questions à se poser sur la capacité ou non de compter sur cet allié en cas de difficulté pour les Européens. Et la réponse à l'époque de l'administration Trump était plutôt qu'on ne pouvait pas tellement compter sur cette administration Trump. Ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est que là où on a beaucoup pensé que l'administration Trump, c'était une parenthèse, on voit aujourd'hui que ce n'est peut-être pas le cas. Il y a déjà des sondages qui indiquent qu'ils pourraient se représenter en 2024. Donc, en fait, la question de la dépendance sur l'OTAN et les États-Unis de la sécurité européenne et le fait de pouvoir compter sur les États-Unis comme un allié, c'était une question qui était un peu taboue, qui ne se posait pas tellement avant, mais qui s'est posée très fortement à l'époque Trump. Et en fait, la coïncidence du Brexit et de l'administration Trump a obligé, et je ne parle même pas des crises, en fait, de l'arc de crise qui entourait l'Union européenne, a forcé les Européens à réfléchir à la manière dont ils voulaient se doter de capacités clairement bien supérieures. L'expression de souveraineté européenne, elle a beaucoup déplu, elle était difficile à traduire, il y a eu beaucoup de débats sémantiques dessus, et finalement on a arrêté, entre autonomie stratégique, souveraineté européenne, on s'est arrêté sur souveraineté stratégique qui est
l'expression qui a été adoptée dans le traité de coalition du nouveau gouvernement allemand et qui a été aussi l'expression utilisée par Emmanuel Macron en décembre quand il a présenté les priorités de la présidence française du Conseil de l'UE. Et la souveraineté stratégique, elle exprime la volonté pour l'UE d'être un acteur à part entière et évidemment de travailler avec des alliés. Encore une fois, je tiens à insister, l'idée, ce n'est pas du tout de travailler en autarcie. D'ailleurs, l'UE aujourd'hui n'a pas les capacités militaires pour être en autarcie et partir faire des interventions seule. Ce serait totalement dupliquer ce que fait l'OTAN aujourd'hui, et l'idée, ce n'est pas de dupliquer à l'Union européenne ce qui se fait déjà à l'OTAN, mais c'est vraiment d'être bien complémentaire et d'avoir des structures aussi de prise de décision sur les questions militaires, qui ne sont pas, je le rappelle, aujourd'hui une compétence de l'UE et qui sont presque contre-naturelles dans le projet européen. On le dit tout le temps, le projet européen, c'est un projet de paix. Là, on est obligé de réfléchir à s'il va y avoir des soldats envoyés à l'étranger dans des interventions sous le drapeau européen. Concrètement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. L'OTAN restera, je pense, quand même la première référence, mais il est certain qu'il y a un certain nombre de capacités que l'Union européenne peut développer, et qui sont soumises d'ailleurs dans le document de la boussole stratégique, et donc typiquement sur des questions d'intelligence, de reconnaissance, acquisition de drones, des questions d'innovation, parce que c'est aussi ça qui est très important, ce que l'Union européenne peut faire avec la puissance de son marché économique, c'est aider à pousser les questions d'innovation. Et on voit qu'il y a un changement de paradigme un peu du côté européen qui se pose là-dessus, sur lequel aussi la France et l'Allemagne essayent de travailler ensemble, puisqu'il y a quand même la volonté de construire petit à petit une base industrielle de défense européenne. Je pense notamment au SCAF, à l'avion du futur, mais je vais céder la parole peut-être à Paul aussi, qui connaît bien ces sujets. Merci beaucoup. C'était justement ma prochaine question sur justement la tension que vous abordiez entre projets communautaires qui, à l'origine, n'avaient rien de militaire, bien au contraire, et la défense qui est une prérogative nationale. Alors, justement, par rapport au SCAF, donc à l'avion de combat européen et franco-allemand même, on pourrait dire quel avenir pour ce projet? On sait qu'il y a des frictions entre la France et l'Allemagne. Donc, Monsieur Paul Maurice, est-ce que vous pourriez un peu esquisser quelques perspectives pour ce projet-là? Est-ce qu'il a de l'avenir ou est-ce qu'il n'en a pas, pour le dire simplement? Oui et non, c'est toujours alors c'est un projet qui est très politique. On va commencer par dire ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été proposé par Emmanuel Macron de manière, j'allais dire, presque un peu unilatérale, sans vraiment consulter les partenaires allemands. Bon, il y avait eu des discussions avant, mais c'était un projet un peu symbolique. L'idée qu'on va travailler sur un matériel militaire, un avion de combat qui va être commun à la France et l'Allemagne. Alors depuis, il y a l'Espagne qui est dans le projet aussi, donc c'est plus seulement un projet franco-allemand, mais pas encore tout à fait un projet européen. La question qui se pose sur cet avion, elle est double. C'est premièrement, quel besoin? Quels besoins ont la France et l'Allemagne de cet avion? Du côté français, c'est clair. On en a besoin. On a besoin d'un avion un peu perfectionné. Alors, les brevets, ils sont plutôt du côté français et les financements, ils sont plutôt du côté allemand. Donc, du point de vue français, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir quelque chose d'assez performant sans en avoir forcément les moyens au niveau des industries de défense. Du côté allemand, on se demande quel va être l'objectif de cet avion. Il faut voir les débats en Allemagne, ils portent sur les brevets, c'est-à-dire et sur la question qu'on a toujours peur dans les questions de défense de perte de souveraineté, pour reprendre le terme, c'est-à-dire qu'on a peur que l'autre s'approprie les brevets de défense, etc. Donc il y a tous ces débats-là. La deuxième chose, c'est à quoi servent les avions en Allemagne, dans l'armée allemande. Et les avions, alors Tara va avoir l'impression que c'est un peu mon obsession, parce que j'en ai déjà parlé, mais les avions de l'armée allemande, aujourd'hui, c'est des Tornado. C'était un projet européen, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 80, entre les Britanniques, les Allemands et les Italiens. Et aujourd'hui, c'est en bout de course. Quel est l'intérêt des Tornado? Ils sont équipés pour le partage nucléaire de l'OTAN. C'est-à-dire que les avions allemands sont équipés pour porter les bombes nucléaires officieusement, on va dire, présentes sur le territoire américain. Tout le monde sait où elles sont, mais elles n'existent pas officiellement, et donc pour les transporter en cas de conflit nucléaire. Aujourd'hui, leur renouvellement se pose, et on a un compromis qui a été trouvé par le précédent gouvernement, avec l'achat en partie de F-18 américains, qui sont eux équipés et certifiés pour le partage nucléaire, et d'autre côté des Eurofighters européens. Et
l'idée, c'est d'arriver ensuite à terme au SCAF pour renouveler tous ces avions, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans un nouveau projet. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne a vraiment besoin de ça? On en revient à toute la question de l'objectif de cette armée. Donc c'est ça aussi le principal problème. Deuxième problème, c'est un problème économique, c'est-à-dire qu'il faut le financer. Du côté allemand, on est un peu réticent, on a plutôt envie actuellement, de ce qu'on peut observer, de trouver des équipements pour les drones, par exemple, ou même tout simplement, sur des choses très concrètes, les parachutistes n'ont pas de casque pour le saut en parachute, les radios allemands n'ont plus de 30 ans et elles ne fonctionnent pas. Donc il y a aussi des priorités dans ces questions-là. Donc est-ce que ce projet politique va voir le jour? Probablement, parce que son échec sonnerait aussi un peu le glas des symboles de coopération franco-allemand. A priori, on n'est pas dans une logique de remise en cause actuellement, mais on n'est pas dans une logique non plus d'accélération des choses. Donc il faut regarder sur la durée, ce que ça va donner. Moi, je vais essayer de rester optimiste. Oui, ça verra sûrement le jour. La question, c'est quand. Pardon. Merci beaucoup. Là, on a parlé beaucoup d'aspects, si je pourrais dire, négatifs, de friction, de divergence. Quels seraient éventuellement les points de convergence, de pas qui pourraient être faits de part et d'autre pour réconcilier ces visions de la défense très différentes? Alors, bien sûr, c'est une vaste question, mais je ne sais pas, peut-être Madame Tara Varma, par exemple, vous aviez évoqué le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, quel changement serait possible dans le discours du président français pour voilà, être plus avenant, on va dire, sur ces questions par rapport à la nouvelle coalition allemande? Alors, on a parlé des divergences, mais on a aussi parlé des projets communs. Je pense que le fait même qu'on puisse faire le SCAF aujourd'hui, c'est assez incroyable. Il y a des difficultés, c'est normal, il y a des difficultés industrielles, des difficultés politiques. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas vu l'historique quand même, ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de difficultés là-dessus. Je pense que c'est un processus normal. Quand ce sont des projets industriels de défense juste nationaux, c'est aussi difficile entre industriels. Donc, je pense que c'est assez logique et cette difficulté qui soit multipliée au niveau européen. Mais malgré tout, il y a une vraie volonté d'avancer, la volonté d'associer l'Espagne aussi. Donc, c'est quand même un projet qui est en train de devenir pan-européen. Et ces discussions, elles ont lieu. En fait, je pense que c'est quand même la force de l'Union européenne. Je le dis souvent, mais je le répète. Oui, il y a des débats, on n'est pas d'accord. On publie parfois des tribunes dans des journaux européens. On s'invective, parfois on s'agace, on s'énerve, mais malgré tout, la discussion se poursuit, il y a des évolutions. Enfin, dans un contexte de montée de régimes autoritaires un peu partout dans le monde, et en particulier autour de l'Europe, le processus européen, je pense qu'il faut en être assez fier. Et donc, l'évolution de la discussion sur les questions de défense en Europe, entre 2017 et aujourd'hui, cette évolution, elle est colossale. Les choses dont le fait même que la souveraineté stratégique, ce soit au cœur du traité de coalition en Allemagne, je pense que c'était inenvisageable. Je ne parle même pas d'il y a 5 ans, c'était inenvisageable il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assumé. Juste avant le Covid, j'étais quand même régulièrement en Allemagne pour avoir ces discussions. Plus d'une personne me disait on a envie de travailler avec la France, mais il faut laisser tomber l'expression de souveraineté européenne. On n'en veut pas, ça ne marchera pas en Allemagne. Là, c'est endossé par le gouvernement allemand lui-même et qui est un gouvernement qui arrive en plus. Alors, pas forcément avec une très grande ambition au niveau des questions de défense, mais au niveau des questions de politique étrangère et de sécurité, il y a une vraie ambition dans le traité de coalition. Et je pense aussi, ça vient de ce que Paul disait un peu plus tôt. Joschka Fischer, il a un peu tracé la voie pour que les Verts, en fait, aient une tradition d'engagement dans les questions de politique étrangère et de sécurité européenne, que les Verts de 2021 et de 2022 ont l'intention, donnent le sentiment de vouloir poursuivre et même d'adapter. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, elle est, dans ses premières déclarations, très ferme à la fois sur la Russie et la Chine. Et elle fait ça, je pense, avec l'assentiment de la chancellerie. Enfin, on sent qu'il y a quand même un tracé politique, une volonté politique sur lesquelles il y a de plus en plus de convergence entre Allemands et Français. Il y a une volonté de créer cette convergence. Ce ne sera pas parfait. Et ça n'enlèvera rien au fait qu'il y a quand même des priorités de sécurité nationale française, des priorités de sécurité nationale allemande. Je ne parle même pas des lituaniennes, des estoniennes, des espagnols. Enfin, ça va continuer, mais malgré tout, le fait de vouloir avoir ces discussions, le fait que la boussole stratégique, ça a été pensé comme un exercice franco-allemand et européen, qu'il était clair que cet exercice qui débutait sous présidence allemande du Conseil de l'UE
ne pourrait se terminer immédiatement, que ce serait un processus long et qui devrait aboutir pendant la présidence française de l'Union européenne. C'est assez incroyable, en fait. Et que les États membres endossent son agenda, soient d'accord avec, enfin, que ce soit un document qui soit porté, en fait, au plus haut niveau politique des 27, ça n'est jamais arrivé. Donc, il y a des évolutions, c'est pas parfait. La boussole stratégique, ce n'est pas la baguette magique qui va résoudre toutes les questions, toutes les difficultés. Il y en a encore beaucoup, et ça fait partie du processus européen aussi d'essayer de les aborder et d'y faire face. Mais il y a beaucoup de choses positives qui se passent, évidemment. Je pense que, et Paul me corrigera si j'ai tort, mais quand même, quand Emmanuel Macron a fait son discours de la Sorbonne en 2017, ça n'avait pas été si bien perçu en Allemagne parce que c'était en plein milieu des négociations de coalition. Ça avait un peu donné le sentiment d'une immixtion dans des affaires intérieures privées, alors que je pense que pour le président de la République à l'époque, c'était perçu comme une main tendue. Mais ce qu'on nous a dit après à Berlin, c'est que ça n'avait pas tellement été perçu comme tel, et donc il y a une vraie volonté là de ne pas refaire ça. Dire, bon, pour le coup, ça faisait déjà 4 ans qu'il était président, son agenda européen et sa volonté d'avancer sur les questions de défense européenne, il était assez clair. Et je pense que c'est d'ailleurs finalement mieux passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette main tendue très ouverte publique qui a été reproduite, et pour autant, dans le fond de ce que le traité de coalition a produit, il y a beaucoup de choses avec lesquelles les Français étaient d'accord. Il y avait aussi beaucoup de choses qui inquiétaient sur le partage nucléaire, et on pourra y revenir. Il y a eu des grandes inquiétudes. Je ne dis pas que tout était parfait du tout. Les Français ont vu les quelques points sur lesquels, en fait, il pourrait y avoir aussi des très grosses divergences. Mais dans l'ensemble, sur la bigger picture, il y a quand même beaucoup plus d'éléments convergents qu'avant. Il faut voir dans les faits comment ça se concrétise ensuite. Mais je crois qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses positives qui se passent. Voilà. Effectivement, de le souligner de nouveau. Effectivement, juste pour compléter ce que vient de dire Tara, il faut aussi prendre en compte le contexte. 2017, il y avait tout le contexte de négociation de coalition, et puis ce semi-échec d'Angela Merkel pour son dernier mandat. Et aussi, il faut voir ça en tant que tel, c'était le dernier mandat d'Angela Merkel, alors que c'était les premiers mois d'Emmanuel Macron. Donc on avait aussi 2 calendriers, 2 agendas, 2 temps politiques complètement différents, avec une culture du surcompromis encore avec le SPD dans la nouvelle coalition, avec l'échec de la coalition jamaïcaine à 3 partis. Donc on avait 2 moments qui étaient pas d'alignement des planètes, si j'ose dire. Et le moment où tout ça, tu disais, Tara, 2 ans, c'est à peu près ça, c'est au moment en fait du plan de relance européen, où en Allemagne, on a commencé à utiliser l'idée de souveraineté à la place de l'expression allemande de Handlungsfähigkeit, capacité d'action. Et à ce moment-là, on a eu une évolution du point de vue allemand. Je pense que la nouvelle coalition, peut-être c'est la fraîcheur de la jeunesse de cette coalition, en tout cas la volonté de renouveau, a aussi des ambitions claires dans ce domaine. Les Verts, tu le rappelais, notamment Annalena Baerbock a des ambitions en politique étrangère qui sont assez importantes, et elle les avait montrées pendant la campagne. Hein. Ses premières interventions, c'est intéressant, étaient sur la question de sécurité, on va dire de sécurité de manière générale, aussi parce qu'on attend les Verts sur ces questions-là, hein, parce qu'on leur reproche d'être pacifistes. On a eu le déplacement du coprésident des Verts, Robert Habeck, en Ukraine. Enfin, il y a eu vraiment cette volonté de dire les Verts sont un parti responsable sur les questions de sécurité et de politique étrangère. Parce que d'une manière ou d'une autre, durant la campagne, ils auraient assumé la politique étrangère de l'Allemagne à la chancellerie ou aux affaires étrangères, comme c'est le cas actuellement. Donc, on a des éléments positifs et des éléments qui, finalement, peuvent être concordants sur le papier avec l'ambition du gouvernement français actuel. Par contre, voilà, il faut revoir maintenant, on revient au calendrier, on revient au moment politique. En Allemagne, on est aussi assez prudent en ce moment, puisqu'on attend les élections présidentielles et législatives, pour voir quelles vont être aussi les impulsions qui pourront être données après. C'est-à-dire que le gouvernement allemand ne sera qu'à 6 mois d'exercice après les élections, et il ne sait pas ça. Pour le moment, il va rester assez prudent, même si on a un soutien affirmé et officiel à la présidence française du Conseil de l'UE, ce qui est une très bonne chose, d'ailleurs, ce qui était une des craintes de Paris s'il n'y avait pas eu de gouvernement allemand à ce moment-là. Donc voilà pour des éléments positifs, et pour revenir sur ce que disait Tara, sur la boussole stratégique, on pourrait en parler pendant des heures, d'ailleurs on en a parlé pendant des heures, mais sur la boussole, moi ce que je retiens, c'est vraiment l'idée d'évaluation des menaces. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que pour avoir travaillé sur le triangle de Weimar, on voit vraiment que quand on parle avec les Polonais, le Sahel, pour eux, ce n'est pas une question.
alors que du point de vue français, c'est vraiment la menace principale. Par contre, quand on parle, Tara l'a rappelé, aux gens des pays baltes ou aux Polonais, la menace, c'est la Russie. Clairement, c'est la Russie. Du point de vue allemand, on l'évalue aussi parce qu'il y a quand même, comment dire, une proximité géographique, économique et même parfois culturelle. En France, c'est quelque chose d'assez lointain. Donc, ça a permis aussi de voir les points de vue de chacun et de les mettre sur papier et de les mesurer en fonction des points de vue des différents États. Et je pense que ça peut faire avancer les choses, du moins je l'espère, parce que c'est ça aussi qui posait problème jusque-là, c'est qu'on n'arrivait pas à comprendre les menaces sécuritaires des autres. Voilà, à ce propos, j'aurais juste une petite demande complémentaire par rapport à la nouvelle coalition allemande et dans l'hypothèse d'une réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on assisterait à une rupture dans la politique étrangère, voire même de défense allemande, à un interventionnisme plus poussé, ou est-ce que d'après vous, vous pouvez y répondre tous les deux, est-ce que ce serait plutôt une politique dans la continuité de celle d'Angela Merkel avec des Verts qui veulent se montrer plus responsables mais qui finalement restent dans la lignée de ce que faisaient les précédents gouvernements? Oui, d'une certaine manière. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des structures qui encadrent les interventions allemandes. Et ces structures, elles sont au Parlement. Donc, toute intervention militaire doit être renouvelée par le Parlement, vote nominal de chacun des députés, tous les ans. Donc, la prochaine question qui va se poser, c'est les 2 interventions au Mali. Au mois de mai, c'est le prochain renouvellement, la MINUSMA et le UTM, donc la mission de formation dans le cadre de l'Union européenne, mais qui est élargie au G5 Sahel. D'ailleurs, maintenant, il n'est plus seulement au Mali. Pour ces 2 missions, sur la MINUSMA, les Allemands sont très, très critiques. La commissaire, je ne sais pas comment dire en français, la Wehrbeauftragte, la commissaire parlementaire aux armées, Eva Högel, s'est montrée très critique vis-à-vis de la participation allemande à la MINUSMA. Par contre, elle était plutôt favorable à la poursuite de la mission de la Bundeswehr dans le cadre de l'EUTM. Par contre, les Verts sont opposés à la participation dans le cadre de l'UTM parce qu'ils considèrent que son ouverture à d'autres États que le Mali, notamment le Tchad, qui est un État, je cite les Verts, autoritaire, le but de la Bundeswehr n'est pas de former les forces de sécurité d'un État autoritaire. Donc, on a aussi des divergences au sein de la coalition. Le ministère de la Défense est au SPD, mais le ministère des Affaires étrangères est aux mains des Verts. Donc, bon, après, c'est la chancellerie qui coordonnera tout ça. Je pense que, et là, vraiment, tant que la question, on en revient à ce que je disais au début et ce que Tara a confirmé, tant que la question de l'Afghanistan, de la sortie et de l'aggiornamento de l'Afghanistan n'aura pas été fait, il n'y aura pas d'évolution en Allemagne. On continuera à assumer les responsabilités dans le cadre des partenariats avec les alliés européens ou américains, mais on ne va pas se lancer dans une nouvelle politique étrangère, plus d'intervention, tant que ça n'aura pas été réglé sur les questions morales, politiques, géopolitiques, stratégiques et surtout financières. Voilà, merci beaucoup. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions envoyées par les invités. Donc, on aurait une première question qui est assez actuelle. Je pense qu'elle est plutôt adaptée pour Madame Tara Varma, à savoir, peut-on présager des divergences de position entre la France et l'Allemagne sur le dossier ukrainien, notamment en cas d'escalade, qui est une question assez actuelle et qui est très débattue. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, depuis le mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, la grande majorité des communiqués qui sont sortis sur l'Ukraine étaient des communiqués au moins franco-allemands. Donc, il y a eu un niveau de coordination très, 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 très élevé. La chancellerie diplomatique ici, la chancellerie à Berlin se coordonnent particulièrement. Je crois qu'il y a c'est un peu un test aussi pour Paris, justement, ce que disait Paul, il y a beaucoup d'États membres de l'UE, notamment les Baltes, les Européens de l'Est, qui pensent que, en fait, le flanc Est de l'Europe ne constitue pas tellement une menace pour les Français. Ce qui se passe en Ukraine et la volonté pour la France de se mobiliser là-dessus, ça leur montre aussi que non, pour Paris, le flanc Est est tout aussi important que le flanc Sud, avec la Méditerranée, le Sahel qu'on vient de mentionner. Donc, il peut y avoir des divergences, mais le niveau de coordination là et de réponse commune apportée, la volonté de présenter un front uni, prime sur les divergences qu'il y aurait. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, justement, se rend en Ukraine là pour porter la voix de l'Union européenne, donc lui aussi se coordonne avec les autres. Donc je crois on est plutôt sur un dossier, et je pense que c'est important, où il y a une vraie convergence, des discussions en amont qui permettent d'arriver à une convergence.
D'accord, si vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Paul Maurice, je ne sais pas, par rapport au point de vue allemand sur cette question. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Tara. C'est un test, en fait, l'Ukraine, c'est un test aussi vis-à-vis des Américains du point de vue de Vladimir Poutine et de voir comment l'Europe se positionne. Et je pense que l'Europe l'a compris et essaie d'avoir une réponse unie. C'est pas pour ça que tout le monde va aller se battre pour l'Ukraine, mais en tout cas, pour le moment, on est dans un rapport de force plus diplomatique que militaire et l'Europe réagit plutôt de manière positive et les Français et les Allemands aussi. D'accord, merci beaucoup. Là, j'aurais une question, une deuxième question, donc assez longue. Je pense elle est pour vous deux. Qu'en est-il des, entre guillemets, régionalismes de défense au sein de l'Europe qui se constituent au fil des différents théâtres géopolitiques? Peut-on constater des alliances ou des blocs stratégiques dignes de ce nom, outre le clivage atlantiste-européiste au sein de l'Union de la proche Europe? Si oui, est-ce que l'Allemagne et la France auraient intérêt à coopérer avec ces constellations spécifiques, notamment au sein, par exemple, de l'OSCE? Question assez technique, mais qui a le mérite d'être posée. Alors, sur les divergences et les coalitions à l'OSCE, vraiment, moi, je ne suis pas du tout une experte, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Je réagis juste sur l'expression clivage européiste-atlantiste parce que je pense qu'on est là au cœur du problème qui fait qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, alors ni des Américains ni des Européens. Je ne crois pas qu'il y ait un clivage européiste-atlantiste. Le seul État membre aujourd'hui qui pourrait effectivement intervenir seul à l'étranger, c'est la France. Les autres ne peuvent pas le faire. Donc, il n'est pas tellement question, et il n'est pas question de créer une armée européenne, il n'est pas question pour l'UE de se doter, encore une fois, de dupliquer les forces qui existent aujourd'hui à l'OTAN au niveau européen. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un clivage. Au contraire, l'idée, c'est de se dire, il y a des choses qu'on fait en format OTAN, sur les 27 États membres de l'UE, il y en a quand même 21 qui font partie de l'OTAN, donc c'est une très, très, très large majorité. Il faut le souligner, c'est un chiffre, je pense, qui parle de lui-même. Et pour autant, on peut décider et on peut avoir envie que l'Union européenne se donne un certain nombre de capacités qui sont complémentaires de celles de l'autre. Je veux juste réagir, je ne crois pas qu'il y ait un clivage européiste-atlantiste et je pense qu'entretenir cette idée est problématique parce que je ne connais pas aujourd'hui je connais pas de gens qui sont du courant européiste et du coup qui excluraient le courant atlantiste. Voilà, je pense qu'il faut faire très, très attention à ça. Et justement, Monsieur Paul Maurice, est-ce qu'en Allemagne, justement, on n'a pas tendance à cristalliser les questions de défense européenne autour de ce clivage qui peut être artificiel, mais qui peut-être en Allemagne est plus parlant qu'en France? Non, parce que c'est complémentaire, comme le disait Tara. C'est-à-dire que du point de vue allemand, on peut être pour une armée européenne, enfin une défense européenne, plus qu'une Europe de la défense, je ne reviens pas sur les termes, dans le cadre de l'OTAN. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles, et c'est d'ailleurs ce qu'il y avait, alors quand Emmanuel Macron avait fait sa sortie, qu'on pourrait expliquer aussi hein, sur le brain dead, la mort cérébrale de l'OTAN, ça avait été mal perçu en Allemagne, c'est vrai, et comme vient de le rappeler Tara, parce que la France est le seul État qui pourrait avoir une politique militaire et de sécurité autonome, on va dire, même pas indépendante, mais plutôt autonome, et en Allemagne, il y a quand même quelque chose d'assez viscéral vis-à-vis de l'OTAN, parce que, il faut le rappeler aussi, durant toute la guerre froide, ce sont les États-Unis qui ont assuré la défense de la République fédérale d'Allemagne. Il y a aussi une reconnaissance vis-à-vis de ça. Bon, aussi des questions économiques et financières, on ne peut pas assumer sa défense tout seul, et pour le moment, il n'y a rien d'autre. Et c'est encore plus flagrant si on regarde les Polonais. C'est-à-dire que quelle est l'alternative que propose l'Union européenne? Des battle groups de 1500 personnes à la frontière, alors que l'OTAN peut en déployer 45 000. C'est aussi d'un point de vue très pragmatique, mais ça n'empêche pas qu'on peut réfléchir en parallèle à une Europe de la défense. Je repense à cette espèce de passe d'armes médiatique qui avait eu lieu l'année dernière, il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, à l'automne 2020, entre Annegret Kramp-Karrenbauer et Emmanuel Macron sur la question de l'autonomie stratégique européenne. Et le point de départ était Annegret Kramp-Karrenbauer qui avait dit nous devons collaborer avec les États-Unis, quel que soit le futur occupant de la Maison-Blanche. Et il y a eu la réponse d'Emmanuel Macron dans le Grand Continent, enfin bref. Et là, on a eu surtout une question politique, en fait. C'est-à-dire que chacun parlait à son électorat, chacun voulait aussi se positionner, et on n'était pas dans une discussion parce qu'on voulait aussi la mettre en scène, dans chacun voulant se positionner sur... Enfin voilà, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on était un peu dans une pré-campagne en Allemagne, donc en disant voilà, nous à la CDU, on est très atlantiste, on restera très atlantiste, et Emmanuel Macron, voyant un peu le changement arriver en Allemagne, se positionnait comme un peu le héros de la défense européenne. Voilà, mais au-delà de ça,
on était assez d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'une défense européenne ou une Europe de la défense ne peut pas se faire contre l'OTAN. Elle peut se faire en parallèle, en complément de l'OTAN, mais pas contre. Peut-être qu'on peut répartir des missions. Peut-être qu'on peut répartir le fardeau, comme disent les Américains. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte que les interventions sont différentes selon les situations. Pour répondre à la question qui a été posée précédemment, c'est-à-dire les espèces d'alliances de circonstances, en fait, qui a été un peu développée par la France, à laquelle l'Allemagne est un peu réticente. Bon, on l'avait vu sur la Libye, ça avait été assez compliqué, et c'est l'idée d'une efficacité qui irait au-delà des processus de décision de l'UE qui seraient trop lourds et qui n'aboutiraient pas, etc. C'est, à mon avis, quelque chose qui va dans le cadre du débat qui a été posé en Allemagne sur la question de la majorité relative pour les questions de politique étrangère et non plus de la majorité absolue. Mais bon, ça, c'est une question qui est plus large. D'accord, merci beaucoup. Là, on aurait une question qui est plus centrée sur l'Allemagne, mais qui est très actuelle aussi, à savoir quelle a été la réaction de l'Allemagne par rapport à AUKUS, donc cette vente avortée de sous-marins français à l'Australie. Donc, quelle a été la réaction de l'Allemagne par rapport à cette annulation? Est-ce que vous pensez que cela a conduit l'Allemagne à prendre davantage conscience du pivot asiatique américain? Je te laisserai répondre, Tara, sur la deuxième partie peut-être de la question. Sur la réaction de l'Allemagne, bon, il y a eu un soutien de principe de l'Allemagne à la France. Après, il ne faut pas oublier qu'avant que les Français n'obtiennent ce contrat qui a été rompu, les Allemands étaient dans la course pour vendre des sous-marins aussi à l'Australie. Donc là, on est plus dans une question. Alors certes, ça a fait prendre conscience à la France de sa position dans l'Indo-Pacifique, sur des questions stratégiques. Après, du point de vue allemand, c'est du business. Hein. C'est-à-dire que ça arrive de se faire avoir dans les affaires et puis que les partenaires se retournent. Alors, ça avait été mis en scène parce que à peu près au même moment, il y avait eu une alliance sur des questions, je crois, spatiales entre l'Australie et l'Allemagne. Et donc, il y a eu des photos des représentants militaires des deux pays qui avaient été publiées. C'était peut-être malvenu. C'est aussi un peu une provocation, un petit clin d'œil contre cette arrogance souvent perçue en Allemagne de la France, qui se pense comme une très grande puissance mondiale et qui subit les déconvenues qui sont liées à son statut de puissance, qu'il faut le dire, relativement plus modeste qu'elle ne se représente elle-même. Voilà, donc sur la position de l'Allemagne dans l'Indo-Pacifique, ça c'est un processus plus long, et peut-être que Tara, tu auras plus de choses, parce que ça rentre dans le cadre plus européen de la stratégie Indo-Pacifique. Oui, rapidement. En fait, donc, AUKUS, c'est cet engagement qu'ont signé les Britanniques, les Australiens et les Américains à former un pacte qui les protégerait dans la région Indo-Pacifique. On se parle de 3 pays qui sont des alliés de l'Union européenne et des États membres. Ce pacte-là, qui ne comporte pour l'instant pas de contrat signé, c'est important de le dire. Il a remis en cause, pour le coup, le contrat que Naval Group avait obtenu en Australie, qui est un contrat assez énorme. On l'a appelé le contrat du siècle, de l'ordre en tout de 50 milliards d'euros, mais pour la France, c'était en fait 8 milliards d'euros qui étaient destinés. Et donc, ça a remis en cause un contrat entre alliés. Je pense que c'était ça aussi qui a créé, ça a touché, it hit a nerve, comme on dit en anglais. Et effectivement, en France, il était évident que ça remettait complètement en cause le partenariat transatlantique et la confiance qu'on pouvait avoir dans nos alliés. On n'a pas été prévenu en tant qu'Européens de ce qu'on comprend aujourd'hui parce qu'il y a eu un couac de communication à l'intérieur de l'administration américaine. C'est possible quand les administrations américaines se mettent en place, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais ce qui s'est passé là, ça a été un vrai choc en France. Et en fait, les Français ont tout de suite dit la perte de ce contrat, ça a des conséquences pour l'autonomie stratégique européenne. Et en fait, ça signifie qu'il faut qu'on soit encore plus présent dans la région Indo-Pacifique. Là où la réaction des 26 autres a plutôt été non, la perte de ce contrat pour vous, ça montre peut-être qu'on n'a pas grand-chose à faire dans l'Indo-Pacifique. Et là, il y a eu un hiatus à un moment donné entre les Français et d'un côté les 26 autres États membres et de l'autre les Américains. Donc, il y a eu une forme de double isolement aussi de la France là. Les marques de soutien, elles ont mis un peu de temps à arriver, c'est-à-dire que l'annonce du contrat s'est faite dans la nuit du mercredi au jeudi 15 septembre. Il se trouve, c'est vraiment un calendrier assez malencontreux que le jeudi 16 septembre, l'Union européenne présentait justement sa stratégie pour l'Indo-Pacifique
dans laquelle la coopération avec le partenaire transatlantique était un pilier assez important. Donc là, en termes de communication entre alliés, coordination, c'est un peu complexe. Les institutions européennes ont réagi en fait pendant le week-end pour soutenir la France et petit à petit, les États membres sont venus et notamment les 2 États membres, en plus de la France, avaient formulé déjà une stratégie nationale pour l'Indo-Pacifique qui était les Pays-Bas et l'Allemagne. Et je pense que, donc, après, il y a eu une espèce de mobilisation européenne qui a posé beaucoup de questions sur la manière dont les États-Unis avaient envie d'interagir avec l'Union européenne. Ça a mené à des discussions très intéressantes d'ailleurs avec les partenaires américains qui nous ont dit, bon, nous on a l'habitude de travailler sur les questions de défense avec l'OTAN, l'Union européenne à ce jour pour nous c'est pas un acteur de défense, donc qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire que maintenant c'est un acteur de défense et qu'est-ce que l'Union européenne peut nous apporter dans l'Indo-Pacifique? Donc on a eu des discussions de fond, je pense qu'ils ne sont pas totalement réglées. On a eu des discussions de fond en fait au niveau américain, au niveau européen, on a eu des discussions de fond au niveau franco-américain aussi. Et je pense que la plupart des Européens ont eu le sentiment que la France courait à l'escalade avec les États-Unis dans cette discussion, alors même, encore une fois, que l'environnement géopolitique de l'Europe il est clairement en difficulté et qu'on a besoin des partenaires américains. Mais malgré tout, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces discussions, cette escalade, un peu cette colère d'abord chaude puis froide française, elle a mené à ce que pour la première fois cette année va se tenir le Conseil de sécurité entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. En fait, la seule plateforme formelle de discussion entre l'Union européenne et les États-Unis sur les questions de défense, c'est l'OTAN. Et le fait qu'il y ait maintenant un conseil en plus qui soit créé, où il sera peut-être question d'OTAN, mais il sera aussi question de coopération, peut-être industrielle par exemple, entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est aussi une avancée. Et ça, c'est intéressant. Donc, il faudra voir aussi dans les faits. Encore une fois, AUKUS, aujourd'hui, c'est un pacte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrat qui est signé pour du transfert de technologie. Il y a des discussions qui sont en cours. Il va y avoir des élections, par ailleurs, en Australie dans les prochaines semaines. En fonction de ce qui se passe pendant ces élections, et notamment si Scott Morrison est reconduit en tant que Premier ministre, et s'il remporte les élections et est donc reconduit en tant que Premier ministre, je pense qu'il poursuivra ces 3 acteurs poursuivront sur la voie AUKUS. Il est aussi possible que s'il perd les élections, ça interroge sur, alors je ne pense pas qu'on revienne au contrat initial franco-australien, mais ça posera effectivement des questions sur les garanties de sécurité dans l'Indo-Pacifique auxquelles l'Union européenne pourrait contribuer. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Une question encore. La brigade franco-allemande, bien que pouvant sembler anodine au sein des grandes questions géostratégiques, pourrait-elle servir d'exemple, voire d'embryon pour une force de défense jointe binationale d'intervention, ou même en tant que modèle pour un prototype de force de frappe militaire européenne? Alors, la brigade franco-allemande, elle a une existence qui est assez réduite, hein, il faut le dire. Elle est née au moment du retrait des troupes d'occupation françaises en Allemagne. Donc, c'était aussi une manière de garder des troupes en Allemagne, mais dans une coopération et non plus dans une logique d'occupation. Elle a une force symbolique puissante, hein, il faut pas le nier. On est quand même sur des soldats français et allemands qui peuvent théoriquement se battre ensemble, qui sont formés ensemble, qui participent à la même culture stratégique. Elle peut surtout servir de modèle. Alors, par contre, voilà, on est sur quelque chose qui est binational, on n'est pas sur quelque chose qui est trans-européen ou pan-européen. Elle peut servir de modèle ou être élargie à d'autres États. J'en sais rien, une brigade franco-germano-polono-espagnole, mais à partir d'un moment où on ne pourra pas la faire à 27. Une brigade à 27, ça va être compliqué, ou alors ça prendrait du temps parce que le temps de s'acclimater, de rajouter des cultures stratégiques militaires différentes, c'est assez compliqué. Ça peut être un modèle, je le disais, oui, de coopération et surtout d'expérience. C'est-à-dire que les personnes qui participent à cette brigade peuvent être aussi utilisées comme personnes qui ont l'expérience pouvant être transmises à d'autres acteurs. Voilà. Après, c'est pas une force d'intervention. Elle peut servir sur des missions au sein de l'Union européenne, mais c'est pas une force d'intervention extérieure. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question qui nous a été envoyée, celle-là peut-être plutôt pour Madame Tara Varma.
Qu'attendez-vous de la boussole stratégique de la présidence française de l'Union européenne? Et pensez-vous réellement qu'une vision commune des menaces est concevable? Donc, l'invité a précisé sa question. Le Portugal sera par exemple plus passif et plus intéressé de la menace russe que la Finlande. Il y a donc une réelle différenciation dans la hiérarchisation des priorités sécuritaires. En fait, j'y crois parce que c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que l'exercice, il a déjà été conduit. Voilà, j'y crois parce que c'est la réalité. Donc, en fait, le Portugal co-signe la boussole stratégique au même titre que la Finlande, au même titre que l'Espagne, voilà, que l'Allemagne, que la Pologne, que l'Estonie. C'est ça qui est important. Le processus, il s'est fait en amont, en fait. On n'est pas arrivé dans une situation où on a mis un document sur la table en disant qu'ils aiment me suivre. Là, c'est un document qui a l'assentiment, l'approbation, les inputs des 27. Et ça va être une grosse différence par rapport aux 2 documents précédents, parce qu'en fait, il n'y a que 3 documents en tout. Enfin, quand la boussole stratégique aura été adoptée, ça fera 3, à ce jour, qui sont des espèces de livres blancs des questions de sécurité et de défense en Europe. Le premier, il date de 2003, donc c'était l'époque Javier Solana. Ça remonte un petit peu, le monde a beaucoup changé depuis. Le second qui est arrivé, c'était la stratégie globale qui avait été adoptée sous Federica Mogherini, qui était un exercice intéressant, mais qui a aussi eu la malchance d'arriver, en fait, d'être publié 5 jours après la décision britannique de sortir de l'Union européenne, encore une fois, alors même que le Royaume-Uni était compté comme un acteur de sécurité non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, ce document est sorti en juin 2016 et s'est retrouvé caduc à sa sortie. Et depuis 2016, il n'y a pas de document de sécurité. Le fait qu'on soit arrivé en se disant on a envie de construire une culture stratégique commune. Encore une fois, on connaît nos divergences. Les histoires et les géographies des États membres, on ne peut pas les changer. Elles sont ce qu'elles sont. Pas parce qu'on a des histoires et des géographies différentes qu'on ne peut pas regarder l'avenir en commun. Je pense que c'est ça qui change. C'est là aussi où il y a un changement de paradigme. Donc, encore une fois, la boussole stratégique, ce n'est pas du tout une baguette magique, ce n'est pas la réponse à toutes les questions, mais c'est la première étape nécessaire et indispensable pour avancer. Et je crois que voilà, il faut qu'elle soit adoptée. Vraisemblablement, elle le sera sous présidence française. Mais c'est une sacrée avancée. Et en fait, de se mettre d'accord, c'est dire la Russie et la Chine sont les menaces principales de l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres menaces. Et ce sont les menaces sur lesquelles l'ensemble des États membres se sont mis d'accord. Et c'est un document qu'ils défendront, eux, au plus haut niveau politique. Donc, ce sera défendu non seulement par les institutions européennes à Bruxelles, mais aussi dans les capitales. Et c'est là où ça va faire une différence, surtout par rapport aux 2 documents précédents. Et juste pour compléter ce que disait Tara, je suis assez d'accord, c'est le fait qu'on arrive à discuter de l'évaluation de la menace, c'est important. Et alors, je moquais un peu les battle groups tout à l'heure, j'ai fait une allusion assez ironique, mais l'idée, en plus, que dans la boussole, il y ait le développement l'évolution de ces battle groups. Alors certes, ça concernerait que 5000 hommes, et je le disais tout à l'heure, par rapport à ce que peut déployer l'OTAN, c'est peu, mais c'est le principe, le fait qu'ils puissent exister, et le fait surtout que des États qui étaient réticents au départ, comme les Polonais ou les Estoniens, l'acceptent, c'est aussi une avancée. C'est aussi une avancée importante. Alors, peut-être que ça en restera là, mais peut-être que ça peut aussi évoluer et donner lieu à d'autres développements, d'autres stratégies, un renouvellement de la boussole dans les années à venir, etc., en fonction des évolutions des menaces. Donc, c'est quelque chose, c'est à mon avis aussi une avancée importante. Merci à vous deux. Est-ce qu'une petite conclusion, peut-être, un petit mot de fin sur cette défense européenne qui définitivement a des choses à nous dire encore? Très rapidement, je pense qu'il faut rester ambitieux et réaliste. Donc voilà, à la fois porter un projet important, poursuivre la construction européenne. Voilà, la construction européenne de 2022, évidemment, ce n'est pas celle de 1949 ou celle de 1953. Mais il y a des nouveaux défis qui se posent à l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on aurait envisagé il y a quelques années même que l'Union européenne puisse être un acteur géopolitique crédible. C'est le cas aujourd'hui. Le tandem franco-allemand, il joue un rôle absolument clé là-dessus, justement parce qu'il y a des divergences. Et je pense que quand Paris et Berlin parviennent à un compromis, c'est ce qui permet aussi aux autres Européens d'avancer. Ils sont pas suffisants, mais ils sont indispensables. Tara m'enlève les mots de la bouche, j'allais dire la coopération franco-allemande nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Voilà.
le mot de la fin. Bien écoutez, cet échange est terminé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Tara Varma et Paul Maurice, et pour votre regard éclairé sur ces questions européennes qui nous disent encore beaucoup de choses et qui ont beaucoup d'avenir. Merci à tous et à toutes d'avoir participé aussi à cet échange par vos questions. On n'a peut-être pas pu les poser toutes parce que voilà, on aurait débordé trop sur le temps imparti. Mais bon, on a essayé de faire au mieux et merci à vous pour vos questions. Je vous rappelle simplement que le salon La Fabrique Défense se tiendra du 28 au 30 janvier 2022, qu'elle s'adresse à vous, aux jeunes Européens, et que donc le salon propose des conférences, des stands, des activités pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur le monde de la défense française et européenne. Voilà, vous pouvez retrouver la DENC Fabrique et l'Observatoire Proche Europe sur nos sites internet respectifs, sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà, n'oubliez pas que cette interaction a été enregistrée et qu'elle sera disponible d'ici peu sur nos réseaux. Voilà, merci encore une fois infiniment Tara Varma et Paul Maurice d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Merci. Bon après-midi à tous. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.